Voilà, ça va donner. Voilà, on m'entend. Oui, oui, ça va bien. Parfait. Je suppose que tout est parfait, on peut Oui, commencer? oui, on peut y aller. Eh ben, c'est parfait, je démarre alors ma présentation et je vais me présenter d'ici quelques minutes. Bonjour à tous, vous êtes là et je suppose c'est pour pouvoir évidemment suivre ma présentation consacrée au Simple Object Mapping pour SQL Database. Donc je vais préalablement rapidement me présenter. Donc mon nom c'est Denis Voituron, ça je pense que vous le savez déjà juste dans le descriptif de la session. Juste en quelques mots, je suis ingénieur civil, donc ça correspond à un bac+5, je pense, au niveau de la France, puisque moi je suis belge. J'ai terminé ça en 1985 et en 1989, j'ai cofondé avec un ami une société spécialisée dans tout ce qui est développement CRM pour Internet. Et puis depuis 2007, je suis maintenant ce qu'on appelle senior architecte chez nous, donc en technologie Microsoft, dans une société qui s'appelle Tracis et qui, depuis le début de l'année, depuis cette année 2016, s'est fait racheter par la société NRB. Et donc NRB, c'est un gros groupe en Belgique qui regroupe toute une série de petites structures et chapeauté par une société principale. Donc on couvre à peu près tous les domaines, domaine de la santé, des finances, dans le développement évidemment et la mise en place de solutions informatiques. Donc tout ce qui est santé, finances, domaine public, gouvernemental, le secteur industriel, c'est principalement dans le département dans lequel je me trouve moi personnellement. C'est une société où il y a environ 2000 collaborateurs et elle fait un chiffre d'affaires à peu près de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc ça vous donne un peu la taille et l'idée de l'entreprise. Parallèlement à ça, et je vais dire dans mes temps libres, je co-anime avec deux autres personnes et un podcast francophone consacré à tout ce qui est développement sur les technologies Microsoft qui s'appelle devaps.be. On en a enregistré un d'ailleurs ce matin qui sera bientôt publié sur les technologies guides pour pas citer le sujet ici. Et juste pour terminer, j'ai quelques certifications Microsoft. Je suis certifié également Scrum Master auprès de l'organisme scrum.org et j'ai également reçu le titre MVP de la part de Microsoft il y a quelques mois maintenant. Donc si vous voulez me rejoindre ou me contacter plus tard, vous avez mon compte Twitter qui se trouve ici, @DenisVoituron, et mon adresse mail, mon site web, pardon, vous retrouverez toutes mes coordonnées, y compris mon adresse email, qui est desvoituron.com. Voilà, bon, ça c'est le premier préambule. Je vais très rapidement donc aussi parler un petit peu de la structure, donc de l'agenda ici de cette session. Donc l'agenda, c'est prévu d'abord de faire un rapide tour d'horizon des différentes technologies qui existent pour pouvoir se connecter à un serveur de base de données, que ce soit SQL Server ou d'autres, Oracle, SQLite par exemple, qui pourraient être également considérés dans cette présentation. Donc on va voir un peu l'architecture de la connexion vers SQL et les techniques de base, ADO.NET, Entity Framework, les comparer un petit peu, parce qu'on entend souvent des comparatifs et des sujets qui sont un peu différents, je vais dire, de l'un par rapport à l'autre. On va comparer ça rapidement également. Et ensuite, on viendra sur le sujet de l'émission ici, de la session, qui est le Simple Object Mapping, avec deux outils que je vais vous montrer, qui est le premier Dapper et le deuxième SQL Database Commons. Et je vais vous montrer un petit peu pourquoi, puisqu'on va commencer par là. C'est pourquoi est-on arrivé, ou pourquoi est-ce que moi je suis arrivé à arriver sur des technologies de type Simple Object Mapping. Et on terminera la session, si on a le temps, mais je pense, sur SQL Server et les procédures stockées dans SQL Server et comment faire pour développer en .NET, en technologie C# directement des procédures stockées qui seront évidemment dans ce cadre-là beaucoup plus rapides à exécuter. Donc voilà, la première question peut-être c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'ai décidé à un moment donné de me dire on va utiliser ce genre de technologie de Simple Object Mapping et pourquoi pas conserver un petit peu les outils traditionnels, que ce soit ADO.NET, qui est peut-être un peu plus ancien, mais qui marche toujours très bien, et Entity Framework que Microsoft met en avant dans tous ses outils, dans toutes ses présentations, on va dire. Les raisons, elles sont assez simples pour ici. La première raison, c'est que je travaille, moi, je vous l'ai dit, dans une structure industrielle, que ce soit industrielle, que ce soit des grosses sociétés ou des petites sociétés. En général, on a des besoins, et les besoins, c'est des besoins d'évolution, de simplicité, je vais dire, au niveau des développements. Donc, ce sont des projets où on ne peut pas avoir des risques d'erreur, soit ils fonctionnent en temps réel, soit ce sont des projets qui vont tourner pendant 15 ans, 20 ans sur des lignes de production par exemple. Donc évidemment, on doit se prémunir un petit peu de tout ce qui pourrait arriver au niveau des connexions sur le réseau et dans les bases de données. Et donc, ce qu'on recherche principalement, nous, au niveau de nos développements, c'est d'avoir une solution qui soit simple à mettre en place,
pas commencer à devoir passer à faire 3 mois de formation pour essayer de comprendre comment fonctionne le framework par exemple. Donc simple à mettre en place pour pouvoir surtout le maintenir. Comme je le dis, d'ici 5 ans, 10 ans, il va falloir revenir probablement dans du code. C'est probablement pas les mêmes développeurs qui reviendront dans ce même code. Donc il va falloir maintenir tout ça et avoir des solutions de maintenance assez simples. Autre chose aussi, c'est que ça soit vérifiable, qu'on puisse vérifier par des tests unitaires ou vérifier de manière pratique que toutes les procédures qu'on développe vont fonctionner. Et alors le dernier point, c'est que ce soit performant. Et la performance, souvent, elle évolue au fur et à mesure du temps en fonction de la quantité de la structure de la base de données, de la quantité de données qu'on va utiliser. Donc quelque chose qui fonctionnera peut-être très bien en test unitaire au départ risque à un moment donné peut-être de nous poser différents types de problèmes. Donc ça, c'est principalement les règles, je vais dire, et les défis qui nous sont demandés au départ. Et donc, pour pouvoir réaliser ça, j'essaie de retrouver ma souris, voilà. Pour pouvoir réaliser ça, on a différentes solutions qui sont mises à notre disposition. Alors d'abord, l'architecture, quand on développe avec un système, quel que soit le langage côté client, pour accéder à un serveur de données, de base de données SQL, en règle générale, ça se concentre, je vais dire, uniquement sur envoyer des requêtes et récupérer des résultats. Donc c'est assez simple en termes de processus. On part rarement sur des processus beaucoup plus élaborés avec des protocoles prédéfinis, etc. C'est une simple communication de chaînes de caractères, je vais dire, qui passe sur le réseau. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans les exemples et que je vais vous montrer juste après. À propos d'exemples, je vais également faire tous mes samples, tous mes démonstrations, parce qu'on arrivera quand même un petit peu à vous montrer en live du résultat. Je vais faire toutes mes démonstrations sur base d'une base de données. Certains d'entre vous connaissent peut-être s'ils ont fait des bases de données de type Oracle il y a quelques années. C'est la base Scott qui est très légère, qui fait, je pense, 16 employés et 4 départements, mais qui a l'avantage justement dans sa simplicité de pouvoir montrer un petit peu les différents cas possibles et de ne pas récupérer 3 milliards de données en une seule fois. Donc ça c'est l'objectif, c'est une base de données comme vous voyez très simple, 2 tables, avec une liaison simple entre les employés et la table des départements, où je peux dire que M. King, qui est le président, appartient au département accounting par exemple. Okay. Alors, première étape, lorsqu'on veut faire une connexion à un serveur SQL, première chose qu'on veut vouloir réaliser, c'est d'établir une connexion. Et donc, première technologie qui est arrivée avec les développements Microsoft il y a quelques années maintenant, 15 ans, 15-16 ans, c'est l'utilisation de l'ADO.NET, qui était un héritage du DAO, pour ceux qui ont fait du développement un peu plus ancien. Mais donc, c'est vraiment, je vais dire, les couches bas niveau, mais quand même suffisamment utilisables pour un développeur classique, on va dire, sur le terrain. Donc, c'est-à-dire, le principe, c'est quoi ? C'est de créer une connexion. Donc on crée un objet SQL Connection, on lui passe une chaîne de connexion qui lui renseigne le nom du serveur, la base de données sur laquelle se connecter, le nom de l'utilisateur, le login password. Une fois qu'on a créé cet objet, on appelle une méthode open pour ouvrir la connexion. S'il trouve le serveur correctement, il se connecte. Et quand on a terminé notre travail, on va fermer la connexion. Ensuite, on va demander de créer une commande pour pouvoir l'envoyer sur le réseau. Donc une commande, c'est une simple requête SQL texte, select par exemple ename from EMP, where EMPNO égale, et on met un numéro d'employé par exemple. Et puis il va falloir récupérer les données. La requête a été envoyée, et là on doit passer par ce qu'on appelle un SQL Data Adapter. L'SQL Data Adapter va récupérer l'ensemble des données qu'on va récupérer par exemple dans un data table et on va remplir notre source de données, notre résultat de données par l'intermédiaire de ce data table qui va permettre ensuite, on va pouvoir ensuite venir rechercher un champ particulier, la première ligne, row 0, et le champ ename qui est transformé en chaîne de caractères. Et là, on a finalement enfin le nom de l'employé qui nous intéresse. Donc ça fait quand même pas mal de code pour arriver à un résultat assez simple, on va dire, dans le processus du développement. Donc ça, c'est ce qui existe. Ce que Microsoft fait lorsqu'on envoie ce genre de requête sur le réseau, ça c'est ce qu'on voit ici, c'est la requête en elle-même. Il n'y a rien d'autre qu'une simple requête SQL qui va transiter sur le réseau jusqu'au serveur. Donc c'est ce qu'on cherche, on va dire, c'est d'envoyer le minimum d'informations en termes de trame réseau pour obtenir le résultat qui nous intéresse. Par contre, effectivement, en termes de résultats, c'est quand même peut-être assez complexe, je vais dire, à mettre en place. Et donc, il y a toute une série de frameworks complémentaires qui sont apparus et qui permettent de simplifier un petit peu toute cette manière de faire ce travail. Et un des frameworks qui est arrivé il y a quelques temps, c'est Entity Framework. Alors, c'est bien, parce qu'Entity Framework, justement, ça va m'aider à faire automatiquement, je vais dire, tout ce travail qui est un travail assez rébarbatif de communication vers le serveur et récupération des données.
Alors Entity Framework ne va pas se limiter qu'à faire la communication, il me donne la possibilité de voir graphiquement ma table et il va me permettre ensuite de faire la communication en faisant simplement une instance de ma base de données, en faisant une requête dans ce qu'on appelle le langage LINQ, L-I-N-Q, qui est le langage, comme on le voit ici, qui ressemble assez fort à du SQL, mais avec tous les avantages du .NET derrière. Donc on va pouvoir, par exemple, faire de la précompilation, vérifier que les données sont correctes, que le nom de l'employé est correct, etc., pour récupérer finalement le nom de mon département ou le nom de mon employé. Donc le plus simple, c'est que je vous montre peut-être un peu ceci. Je reviendrai sur les slides ensuite. Voilà, j'ai créé un projet, je vais vous le montrer tout de suite, vide dans Visual Studio. J'aime pas trop avoir des choses déjà préétablies. Et donc mon projet vide, c'est quoi? C'est ici, c'est juste simplement une console. Hein. Si je l'exécute, j'appuie sur Start, je vais juste avoir pour le moment rien, puisque je n'ai encore rien fait à l'intérieur de mon application, excepté que je lui dis appuyez sur une touche pour continuer. Et donc ce que je vais vouloir faire là, c'est créer, dans un premier temps, créer par exemple un projet de type Entity Framework. Dans Entity Framework, ce que j'ai actuellement, c'est simplement une classe vide dans laquelle je vais exécuter une méthode display Smith pour aller chercher mon premier employé à l'intérieur de ma base de données qui est Monsieur Smith. Et donc ce que je vais vouloir faire ici, c'est demander de faire entity, oups, je l'écris pas correctement, entity framework.displaySmith. Voilà. Je vais demander d'afficher Monsieur Smith. Monsieur Smith, pour le moment, j'ai pas encore été le rechercher. Donc pour aller rechercher avec Entity Framework, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un nouvel élément dans la rubrique Data, un nouvel élément de type Entity Framework. Et donc je vais créer une source que je vais appeler Scott EF pour mon Entity Framework, je l'ajoute. Je choisis qu'elle vient d'une base de données puisque ma DB dans ce cadre-ci existe déjà. J'ai ici la possibilité d'aller chercher ma source de données, Scott. Si vous ne l'avez pas fait, il suffit d'aller chercher sur New Connection et vous choisissez la connexion, le serveur, la base de données, etc. à utiliser. Dans mon cas, je l'avais déjà préparé, et donc on voit simplement qu'il va se connecter en local sur LocalDB Project V12 pour aller rechercher une base de données qui s'appelle Scott. On pourra aller la vérifier juste après si vous souhaitez. Je vais sauvegarder ça dans le fichier de config et je vais appeler cette base de données Scott Entities. Ça me convient tout à fait. Donc je fais Next. Je vais choisir ici, dès qu'il aura récupéré les données, les tables avec lesquelles je vais travailler. Il y en a d'autres, mais moi ce qui m'intéresse, c'est ma table des départements, ma table des employés. Je vais demander de mettre tout ça au pluriel. Quand il a plusieurs données, c'est plusieurs employés, mettre un S au bout de mes employés. Et j'appelle ça Scott Model, par exemple, au niveau de mon espace de nom. OK. Alors là, Microsoft fait un petit peu tout un process pour nous. Il va se connecter à la DB, récupérer toute la structure, c'est-à-dire récupérer les tables, les noms des colonnes, les noms des champs, etc. Et il va reprendre tout ça pour pouvoir l'intégrer à l'intérieur de mon application, à l'intérieur de mon projet de Visual Studio. Donc j'ai une représentation graphique, comme on le voit ici, de mon projet. Ça me permet de visualiser mes tables, de changer les noms des colonnes dans mon code Visual Studio si j'ai envie de le faire. Et ce qui m'intéresse moi surtout maintenant, c'est de refaire ma petite requête très simple qui est se connecter sur la base de données Scott Entities, comme je vous l'ai montré sur le transparent, sur le slide, et d'aller chercher mon premier employé. Alors pour éviter de passer du temps à écrire du texte trop complexe, entre guillemets, je vais le sélectionner ici dans un petit snippet, ça me le sélectionne, voilà. Et donc mon Entity Framework qui est là, à mon avis le namespace n'est pas le bon. Comment s'appelle-t-il? Scott Entities, voilà. Voilà, donc je crée ma base de données mappée, je vais dire, en C#. Il va rechercher mes données dans une DB et il va me rechercher tous mes employés. Tous mes employés, c'est pas tout à fait vrai, puisque je lui mets une clause where pour aller me rechercher l'employé 7369, qui est le premier employé, Monsieur Smith. Et je lui dis, quand tu me l'as trouvé, le premier nom de cet employé, tu me le récupères, tu me le mets dans une variable name. Et tu peux exécuter ainsi la requête et me l'afficher à l'écran. Donc si j'exécute, je vais voir, si tout se passe bien, Monsieur Smith, le voilà, apparaître à l'écran. Donc c'est très simple, j'ai rajouté en dessous cet Entity Framework, comme ça on voit bien un petit peu à quoi ça correspond. C'est très simple, il y a juste Monsieur Smith qui apparaît. Qu'est-ce qu'on voit par contre en termes de contenu?
c'est ceci. Qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui a été échangé entre mon application et le serveur? C'est ce qu'on voit ici. Alors ça, je l'affiche tout simplement avec un SQL Server Profiler, qui est un outil gratuit, installé et disponible avec SQL Server. Donc, si vous n'avez pas sur votre PC en tant que développeur, je vous conseille. Vous appuyez simplement sur le bouton File, New Trace, vous appuyez sur le bouton Play, et il vous capture toutes les requêtes qui sont en transit, je veux dire, entre le client et le serveur. Et donc on voit tout ça passer, on voit toutes ces requêtes passer. Et donc qu'est-ce que je vois ici? Je vois qu'il va rechercher un top 1 dans le ename de la table des employés et il va le faire pour l'employé 7369, enfin le EMPNO correspondant à 7369. Donc c'est bien, mais cette requête, c'est évidemment le framework, Entity Framework, qui l'a généré pour moi. Donc j'ai pas jusqu'à présent de maîtrise par rapport à cette requête. Alors il y a possibilité de rajouter du code pour pouvoir un peu avoir cette maîtrise, mais ça devient évidemment un peu plus compliqué. Et là où ça se complique aussi, c'est quand on donne ça à un développeur, qui est peut-être pas non plus avec 15 ans d'expérience dans cette technologie Entity Framework, ben, à un moment donné, je lui dis, tiens, au lieu d'aller me rechercher juste le nom de l'employé, j'ai besoin d'aller rechercher le département. Ce que je vais lui demander à ce moment-là, c'est d'aller rechercher non pas le nom, mais ici, d'aller rechercher la table des employés, enfin le premier employé, et une fois que j'ai récupéré cet employé, je lui dis, tu vas me rechercher le département, tu vas me rechercher le premier employé, tu me retrouves le département, et sur ce département, tu vas me rechercher son nom, le nom du département. Ça, c'est ce qui est demandé à l'utilisateur. Donc, en le faisant dans le code et en l'exécutant, il va retrouver le département de mon premier employé, quel département recherche. Pour lui, le résultat est là, tout se passe bien. Maintenant, au niveau du contenu qui passe sur le réseau, on va se retrouver avec un trafic réseau beaucoup plus important. On retrouve toute une série, là c'est des contraintes, mais je cherche, oups, voilà, un peu plus bas. Il va retrouver, voilà ici, il va aller rechercher le numéro du département, le nom du département, la localisation, sur base d'une valeur qui se trouve là, qu'il aurait été récupérée dans une requête précédente où il va rechercher, dans ce cas-ci, toutes les données. Si j'ai individuel ces requêtes, on va se rendre compte que beaucoup de contenu, je vais dire, va transiter entre le serveur et le client, et donc je perds complètement la maîtrise disponible au niveau de mon Entity Framework. Et ça, c'est un des problèmes par rapport à Entity Framework, c'est la masse d'informations, la masse de contenu, je vais dire, qui peut transiter entre l'ADO.NET, donc qui est vraiment les éléments de base, par rapport à Entity Framework, qui lui est beaucoup plus simple à développer en termes d'écriture dans le code C#, mais qui est du coup beaucoup plus compliqué et beaucoup plus massif en termes d'informations qui vont naviguer entre le client et le serveur. Donc, ce que je me retrouve, c'est avoir un comparatif un petit peu entre les deux. Qu'est-ce qu'il y a comme avantage d'utiliser ADO.NET et quels sont les avantages d'utiliser Entity Framework. Et donc on va retrouver par exemple ici que en termes d'avantages, il y a des avantages en termes de performance. Et là, il n'y a pas photo, Entity Framework est, on va dire, médiocre comparé à tout ce qui est requête SQL, surtout sur des grands volumes de données. Toutes les analyses le montrent. J'en ai d'ailleurs un slide juste après, vous avez un peu l'évolution ici entre ADO.NET, on le voit qu'il y a un facteur de 1 par rapport à Entity Framework. Ça s'améliore en fonction des différentes versions d'Entity Framework, ça s'améliore en fonction du framework, mais malgré tout, il y a quand même toujours ce problème de performance, ce qui est logique puisqu'on n'a pas la maîtrise à proprement parler sur le contenu de la requête SQL. Deuxième point qui est toujours intéressant lorsqu'on fait du développement, c'est évidemment la vitesse de développement. Et là, on se rend compte que Entity Framework, il est beaucoup plus intéressant parce qu'on va pouvoir écrire du code beaucoup plus lisible pour le développeur, alors qu'ADO.NET, lui, va être beaucoup trop bas niveau, beaucoup trop complexe à écrire. Ensuite, c'est en termes de maintenabilité, de maintenabilité du code, l'aspect code propre, qu'est-ce qu'on veut obtenir. Et là, on va voir effectivement qu'ADO.NET, lui, est également trop bas niveau, donc trop complexe à écrire. Et donc le code, comme on l'a vu sur le premier slide, pour obtenir juste le nom d'employé, je dois écrire des dizaines de lignes de code. Alors qu'Entity Framework, lui, va être beaucoup plus simple, donc beaucoup plus rapide à écrire, et en termes de clarté, beaucoup plus simple également. Mais ça va par contre peut-être complexifier les débugages si jamais on doit par exemple créer dans Entity Framework des procédures stockées, donc développer du code à d'autres endroits, dans l'application, dans le code source, pour pouvoir ensuite avoir du code beaucoup plus simple à utiliser, ce qui est beaucoup plus compliqué, je vais dire, avec ADO.NET. Ensuite, il y a tout ce qui est flexibilité. Et là, la flexibilité, on voit que ADO.NET, il y a
Je veux dire, il n'y a pas photo, on a la possibilité vraiment d'aller créer les requêtes SQL exactes qui nous intéressent. Et ça, par exemple, moi, dans le métier dans lequel je suis, c'est quelque chose d'extrêmement important, de pouvoir, par exemple, même 6 mois ou 1 an après, ou dès le démarrage du projet, venir spécifier sur quel index je veux vouloir réaliser ma requête. Et vous le savez probablement, quand on fait des requêtes select, des requêtes de récupération de données beaucoup plus grandes, beaucoup plus larges, à un moment donné, forcément, les index ont leur importance. Quand on a 3 millions, 10 millions de données dans une table, donner le bon index, là, ça va pouvoir faire la différence dans la récupération des données. Et là, Entity Framework, je n'ai pas dit que ce n'était pas faisable, mais ça devient beaucoup plus complexe pour pouvoir mettre tout ça en place. Alors qu'en ADO.NET, c'est de la requête SQL, il suffit de rajouter le bon mot-clé à la fin de la requête SQL pour obtenir le résultat attendu. Donc Entity Framework, c'est pas toujours évident de savoir ce qui se passe en coulisses, quelles requêtes il va effectivement créer, pourquoi, comment, dans quel ordre elles vont pouvoir être définies, etc. Est-ce qu'il met des données en cache, puisqu'Entity Framework possède également cette possibilité? Est-ce qu'il fait du chargement tardif, du lazy loading? Quand est-ce qu'il va s'appliquer, à quel moment, etc. Et donc là, on se retrouve avec un produit de type ORM, ce qu'Entity Framework est vraiment, qui va devenir franchement vraiment difficile à gérer. Et le dernier point, c'est tout ce qui est évolutivité, l'évolution de l'application. Et là, dans les deux cas, ADO.NET va être très compliqué au changement, parce qu'on va devoir venir modifier le code SQL, et si on rajoute une colonne, par exemple, dans une table, ça va devenir compliqué de savoir à quel endroit elle est vraiment utilisée dans la chaîne de caractères utilisée dans notre code. Donc ça, c'est un peu compliqué, un peu complexe. Et en Entity Framework, même chose. Les évolutions, là, pas en termes de base de données, mais les évolutions dans le framework lui-même, de version en version, Microsoft rajoute et parfois supprime certaines fonctionnalités ou modifie légèrement les fonctionnalités initiales de l'Entity Framework. Et donc, on va se retrouver très souvent avec des cas très difficiles à maintenir et on va perdre parfois énormément de temps sur certains aspects, parfois très simples, qui nous paraisseraient très simples au départ et qui deviennent franchement à un moment donné très compliqués. Donc les performances, ça j'en ai parlé. Et donc sur base de ça, à un moment, nous on a décidé de dire Entity Framework sur des gros projets, c'est plus possible. Sur des petits projets, ça marche très bien. On veut faire une base de données, récupérer quelques données très facilement, très rapidement. OK. Mais en règle générale, nous, les projets, même s'ils sont très simples au départ, ils se complexifient assez vite en fonction des demandes du client. Et donc, on est arrivé sur Simple Object Mapping, c'est-à-dire une autre solution, on va dire, qui combine un petit peu les deux. Et moi, les deux, c'est j'ai besoin d'avoir le contenu SQL, la requête SQL, je veux la créer pour pouvoir aller rechercher exactement l'information qui m'intéresse sur le serveur. Et là, Simple Object Mapping me le permet. Alors, c'est quoi? Simple Object Mapping, c'est une technologie qui souvent se base sur des outils. Le premier que je vais vous montrer, c'est l'outil Dapper.NET, qui est un outil en fait qui a été mis en place par Stack Overflow. Beaucoup d'entre nous, je pense, on connaît ce site internet où on pose des questions, et c'est un site très volumineux en termes de quantité de données, donc ils ont besoin d'avoir des performances très importantes. Et donc Dapper.NET, qu'est-ce que ça fait? Ça se base sur IDB Connection, qui est l'interface de base de toutes les connexions SQL, Oracle et autres. Ça a juste besoin d'une connexion déjà ouverte, donc il faut établir la connexion au préalable, et ensuite on peut créer une requête SQL et ça fait en quelque sorte toutes des opérations automatiques dont on a besoin, notamment convertir la liste des différentes colonnes dans un objet employé qu'on aurait en C#, au lieu de devoir nous-mêmes faire la conversion d'une chaîne de caractères, enfin d'un varchar d'un côté, en string d'un côté, d'un integer en int de l'autre côté, etc. Donc Dapper va nous permettre de faire ça. Et là, on va gagner énormément en performance dans le processus. Donc, je vais vous montrer ça. Je pense que c'est le plus facile, c'est de passer directement dans un exemple. Donc, je reviens sur mon petit projet. Je vais reprendre le dossier Dapper qui est, comme l'autre, vide au départ. Et dans mon programme, je vais simplement lui dire de ne pas faire un affichage de Entity Framework DisplaySmith. On va faire la même chose, mais on va lui dire de prendre la classe Dapper et on va faire l'affichage de Monsieur Smith. Donc on va faire la même chose avec Dapper. Alors la première chose, c'est que Dapper, c'est forcément un projet qui est accessible à l'extérieur, donc il faut le rajouter. Donc je vais ajouter via le package NuGet Dapper. Je le recherche, il est là, on voit télécharger 1 million 8 fois, 1,8 million de fois. Je l'installe, ça prend quelques secondes pour l'obtenir à l'intérieur de notre projet. Voilà. Et donc j'ai à ma disposition maintenant une série de composants disponibles, de méthodes d'extension plus exactement, disponibles par l'intermédiaire de ce framework Dapper. Et donc la première chose que je vais faire, c'est
me mettre d'abord dans la classe Dapper, ici. La première chose que je vais faire, c'est je vais lui dire, je voudrais récupérer mes employés et les mapper directement sur un objet employé. Et donc là, même chose, j'ai préparé ça, pour pas devoir taper ce code-là qui est un petit peu ridicule. Je crée une classe employé qui possède des propriétés, numéro d'employé, le nom, le job, c'est-à-dire en clair, ça correspond exactement au champ qui se trouve à l'intérieur de ma base de données. Et je vais lui demander de venir faire ce mapping, c'est-à-dire cette récupération de données. Et donc pour ça, je vais faire une simple requête, celle qui était sur le transparent. Juste une parenthèse, tous les slides et le code source, je vous montrerai, ils sont déjà sur Internet, mais je vous montrerai l'adresse pour pouvoir les récupérer. Donc vous pourrez faire vos essais évidemment vous-même sans aucun problème. Donc que fait Dapper? La première chose, c'est que je crée une connexion SQL, c'est ce que j'ai dit, il faut que la connexion existe, sur une chaîne de connexion qui va se connecter sur mon serveur local SQL Server. J'ouvre ma connexion, je crée une requête SQL avec tous les paramétrages qui m'intéressent, et ensuite j'ai une méthode d'extension, si je fais un using Dapper, une méthode d'extension où je lui dis connection query, voilà ma requête SQL qui se trouve juste au-dessus, voilà mes paramètres éventuels à lui fournir, donc un objet anonyme qui contient un ID, qui est l'ID qui est ici, qui contient cette valeur 7369. Et je lui dis récupère mes données et tu me transformes tout ça dans un objet employé. Si j'exécute ça, start, Dapper.net est exécuté et il a récupéré mon monsieur Smith. Et il l'a récupéré en technologie entre guillemets similaire à ADO.NET, donc en termes de performance de manière très très rapide, et en plus de ça avec la maîtrise de la requête SQL. Ce qui moi dans mon cas évidemment est intéressant à ce niveau-ci. Donc ça c'est un peu le principe. Alors au niveau de Dapper, il y a toute une série de méthodes d'extension complémentaires que Dapper nous fournit. Il y a la méthode query que je viens d'utiliser, qui est la plus simple, c'est de faire une requête, je lui donne la requête à exécuter, l'objet de retour, et il me fait ma conversion et me remplit mon objet automatiquement. Il y a la possibilité de faire des requêtes dynamiques, donc dans ce cas-là, je ne connais pas l'objet de retour, mais il va me renvoyer un objet EMP dynamique qui possédera des propriétés nommées, je vais dire, au nom des champs de la table, dans ce cadre-ci, que je vais pouvoir récupérer. Alors c'est valable pour pouvoir récupérer une table EMP, ma table des employés, mais si je dois faire des jointures, donc des combinaisons entre différentes tables, ben je vais pouvoir évidemment récupérer uniquement les colonnes qui sont intéressantes à l'intérieur de mon processus. Je ne dois pas récupérer l'entièreté évidemment de toutes les colonnes des tables. J'ai également une requête execute scalar dans laquelle je lui donne le type de retour pour faire le typing automatique. Ma requête, mes paramètres, et même chose, il va aller récupérer dans ce cadre-ci ename. Évidemment, si vous lui faites une correspondance invalide, donc si par exemple vous lui faites un execute scalar sur ename et que vous lui demandez de le convertir en datetime, ben il va évidemment mettre une exception, il n'arrivera pas à faire cette conversion. Puis dernier point, vous avez tout ce qui est execute pour pouvoir exécuter des requêtes qui ne renvoient pas de résultats, ça c'est évidemment toujours possible. Et dernier point aussi, c'est la possibilité de faire du buffering. Donc il a la possibilité de garder le résultat de certaines requêtes en mémoire pour que, si on refait la même requête, bah, qu'il puisse ne pas refaire la requête au serveur, mais la récupérer en local. Donc il y a toute une série d'options, je ne les ai pas toutes passées en vue, mais sur le principe, il y a toute une série de méthodes d'extension existantes sur la requête connection qui me permettent de faire ceci. Donc voilà, ça me convient déjà très bien. Il y a peut-être juste un ou deux problèmes par rapport à ça. Et le problème, moi, principal qui me dérange un petit peu, c'est que justement, c'est basé sur un objet SQL Connection. Or, moi, ce que je voudrais, c'est que cet aspect d'SQL Connection d'objet, en règle générale, soit interne, on va dire, à ma classe de data service, ma classe d'accès aux données, et je voudrais avoir la maîtrise sur la création de cette connexion, la destruction de cette connexion, et d'avoir toute une série éventuellement d'options supplémentaires. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu l'occasion de pouvoir créer également un autre framework qui reprend un peu les mêmes principes que Dapper, c'est le SQL Database Commons, dont le principe est basé sur des objets et des commandes où il y a plusieurs caractéristiques que j'ai voulu mettre en place. C'est d'abord la construction et la destruction propre de l'objet, notamment en termes de gestion de mémoire. Je prends le cas lorsqu'on se trouve sur un site web, on veut peut-être avoir chaque fois un objet de connexion complètement indépendant pour chaque utilisateur qui se connecte. Ou on voudrait en avoir un commun pour un certain panel d'utilisateurs, mais donc on veut pouvoir gérer cet aspect de gestion de connexion. Ensuite, il y a tout ce qui est optimisation des paramètres. C'est notamment pour éviter l'injection SQL, c'est que ce soit vraiment SQL Server qui gère, qu'on lui envoie les paramètres de manière distincte par rapport à la requête SQL. Puis il y a tout ce qui est conversion automatique d'objets. Donc je lui donne un varchar où je récupère des données de type varchar sur le serveur, je veux automatiquement qu'il soit transformé en chaîne de caractères. Ensuite, il y a tout ce qui est gestion des entités.
Là, on va le voir, j'ai des entités employées, toutes les entités disponibles au niveau de mon serveur, par exemple. Et évidemment, moi, ce qui m'intéresse aussi, ça fait partie de la maintenance, c'est tout ce qui est log et traces. Qu'est-ce qui se passe sur mon serveur? Qu'est-ce qui est échangé avec mon serveur? Donc, en quelque sorte, avoir un SQL profiler, mais customisable, manipulable, dans lequel je peux gérer un petit peu tout ça. Et donc, en plus de ça, il y a toute une série de méthodes d'extension existantes sur les objets classiques, notamment des conversions de DB nuls et autres. Et donc, comment ça fonctionne? C'est juste la différence, je vais dire, par rapport à Dapper, c'est qu'on doit créer un objet, alors que Dapper se fonctionne sur un SQL Connection. Moi, dans mon cas, ce que je voudrais, c'est créer un objet, ici qui s'appelle SQL Database Command, qui va donc être construit, et construit temporairement avec le using pour pouvoir être disposé, être retiré de la gestion mémoire correctement, proprement, une fois que j'ai terminé de faire ma connexion à mon serveur SQL. Donc si je mets ça en pratique, si je vous montre vraiment comment tout ça fonctionne, même principe, je vais revenir sur ma zone SQL Database Command qui est ici, qui est, comme pour les autres, complètement vide au départ. Et dans mon programme, je ne vais plus afficher Dapper, mais je vais afficher SQL Database Command et mon display Smith. Je vais voir mon Monsieur Smith également apparaître. Alors comme Dapper, c'est un framework supplémentaire, donc il faut que je vienne le rechercher dans NuGet, SQL Database Command. SQL Database Command. Il est ici, je l'installe. Ça prend quelques secondes également à installer. Et donc j'ai à ma disposition maintenant dans ma classe pour récupérer mon Monsieur Smith la possibilité, le même principe, j'ai été recherché par un petit snippet pour le créer. J'ai fait une commande using pour aller rechercher une commande, pour créer une commande de type SQL Database Command. Il faut faire le bon using qui fonctionne bien pour que, évidemment, il retrouve l'objet en question. Et ce SQL Database Command, il y a différentes signatures, mais une des signatures, c'est la connection string. Et donc cette chaîne de connexion, qui est toujours la même que tout à l'heure, se connecter sur mon serveur local, je vais pouvoir ensuite l'utiliser pour créer un objet command text. Alors c'est un objet qui ressemble très fort à celui qui existe en ADO.NET, donc c'est quasiment le même que le SQL Client, enfin que le SQL Command de SQL Client, à ceci près qu'il y a quelques petites différences. Une des premières différences, c'est que le command text, ce n'est pas une chaîne de caractères, mais un objet string builder. Donc ça me permet de faire des append line, ou des choses comme ça pour pouvoir venir formater mon code proprement à l'intérieur de ma structure. Et ensuite, il y a des commandes à peu près similaires à ce que Dapper fournit. Et donc, par exemple, je peux faire un executable qui va être ceci. Je vais, sur base de mon objet CMD, venir lui demander de générer une commande text, dans lequel je fais mon append line, pour venir rajouter, et là je peux créer à ce moment-là une requête SQL beaucoup plus grande, je vais dire beaucoup plus large au niveau de mon code, donc formaté correctement. Ici ça sera simplement récupérer tous les employés, il va aller rechercher tout ça et me remettre tout ça sur, on va aller rechercher sur base de Dapper, ouais, on va le reprendre, normalement ça doit être le même objet. Donc on va aller rechercher là, sur tous mes employés et on va le remettre ici sur mon objet Dapper employee. Et une fois que j'ai récupéré tous mes employés, je vais pouvoir ensuite lui demander, puisque c'est dans ce cadre-ci un executable qui me renvoie un IEnumerable, donc un tableau, une liste de données, je vais pouvoir ensuite simplement venir demander de récupérer le premier et d'afficher le nom de ce premier utilisateur. Donc voilà, là il récupère mon Monsieur Smith sur base de mon process de ma classe SQL Database Command. Donc évidemment le résultat est toujours le même, sauf que en termes de code, je me retrouve ici avec un objet et une connexion temporaire entre ce moment de création de mon objet SQL Database Command et la fin de cet objet. Donc à la suite de ça, j'ai la possibilité de créer soit d'autres connexions, soit de libérer l'espace mémoire par rapport à ceci. Alors là, c'est aller rechercher simplement tous les employés, je vais dire, présents dans ma table des employés, et récupérer le premier. Évidemment, j'ai la possibilité de faire ça de manière beaucoup plus précise, et je vais aller rechercher celui de gestion des paramètres. Ce qui m'intéresse par exemple, c'est de venir rajouter une clause supplémentaire dans ma requête SQL, where, pour aller rechercher la date d'engagement. Et je veux que cette date d'engagement corresponde à un paramètre hiredate. Et donc dans ce cadre-là, je lui dis, mes paramètres, tu viens me rajouter dans mon objet SQL Parameters, je viens me rajouter un nouveau paramètre qui est la date d'engagement, est égale à la valeur de la date qui se trouve ici, 1980 par exemple, le 17 décembre 80. Donc là, il va aller me rechercher un seul employé à l'intérieur de ma structure. Dans ce cas-ci, évidemment, je me suis arrangé pour que ça corresponde toujours à Monsieur Smith. Donc on a ainsi toute une série de commandes permettant de récupérer
à la fois l'entièreté des données, à la fois un seul employé, comme c'est le cas ici, mais également d'autres pour pouvoir retrouver, par exemple, uniquement un seul employé dans le processus, c'est l'execute row. Donc au lieu de faire un execute table, je peux lui dire execute row, donne-moi un seul employé. Et évidemment, il n'y a plus de first puisque ce n'est plus un tableau, mais ça va me permettre de récupérer le premier employé. Puisque je sais que dans mon cas, il n'y en aura qu'un seul qui correspondra à ça. S'il y en a plusieurs, il prendra évidemment le premier de la liste. Autre possibilité, c'est si je modifie ma requête pour pouvoir aller rechercher non pas tous les employés, toutes les caractéristiques, mais simplement le nom de l'employé, j'ai la possibilité de lui dire, tu vas me faire un execute scalar. Et l'execute scalar, je vais lui dire quel type de données doit correspondre à ce que je vais récupérer évidemment à l'intérieur de ma requête. Et donc dans ce cadre-ci, ce que je récupère comme objet, c'est une chaîne de caractères qui est le nom de mon employé correspondant à cette date de naissance qui se retrouve dans ma base de données. Okay. Donc si j'exécute, j'ai évidemment toujours mon monsieur Smith, mais là, en termes de requête, je vais retrouver exactement la requête qui m'intéresse. La voilà. Donc select a name from MP where iRedate égale mon paramètre iRedate, et mon paramètre iRedate, c'est celui que je viens de lui envoyer. Donc j'ai vraiment précisément le contenu de ma requête SQL. Et c'est exactement ce que je cherche, parce qu'à partir de là, j'ai toutes les optimisations possibles au niveau de mon code source. Alors en plus de ces différentes commandes de récupération de données et de paramètres, je reviens sur mes slides, ça c'est ce que je viens de vous montrer, execute table, execute row, execute scalar. Il y a execute non-query également qui permet de faire l'exécution d'une requête, par exemple de type mise à jour et insert, qui ne renvoie pas de contenu, excepté le nombre de lignes modifiées. La gestion des paramètres, j'en ai parlé, qui permettent à ce moment-là d'envoyer les données, soit en connaissant le nom de la chaîne de caractères du paramètre, soit en connaissant un objet C# qui permet d'avoir une classe, qui permet de faire le mapping entre le nom des champs et la valeur du champ qu'on va vouloir lui envoyer. Donc, oui, d'autres domaines, je vais revenir après sur les conclusions par rapport à ceci. D'autres choses également intéressantes à l'intérieur de ce composant, c'est avoir la possibilité de tracer. Et donc au niveau des traces, je peux rajouter différents types de traces. Le premier, c'est, avant d'exécuter évidemment ma requête, c'est avoir la possibilité de venir faire un log et de rajouter au niveau de ce log tout simplement le console write line. Si je fais un console write line au niveau de mon log, le log étant simplement une propriété de type action string, mais ça va me permettre de voir exactement la requête qui va passer sur le réseau. Select name from MP where iRedate égale mon paramètre iRedate. Et donc je vois exactement dans mon code ce qui peut arriver, ce qui peut se passer sur mon réseau. Et évidemment, j'ai la possibilité d'être beaucoup plus explicite en termes de contenu. Je peux lui faire une méthode anonyme et lui dire, ben, ici tu vas pouvoir soit faire un console write line de mon message étant dans ce cadre-ci ma requête SQL, mais également avoir la possibilité de tracer ça dans une table de données distinctes, dans une base de données distincte, dans des fichiers de log, etc. C'est nous en pratique ce qu'on fait quasiment à chaque fois, on utilise la bibliothèque nlog, et on la configure pour que, en tout cas en mode développement, et parfois même en mode test, on va tracer tout ce qui passe. Ça nous permet ensuite de savoir exactement par où l'utilisateur est passé et pourquoi on peut avoir des problèmes, ne fût-ce que de performance par exemple sur le système ou sur le réseau. Alors avoir les traces et savoir quels sont les messages qui passent, c'est évidemment toujours très bien, très intéressant. Par contre, on voudrait peut-être avoir quelque chose d'un peu plus formaté. La requête que je viens de vous montrer, il y a la date d'engagement qui est mise en paramètre. Et je n'ai peut-être pas toujours cette valeur directement à ma disposition. Donc on a rajouté des méthodes un petit peu complémentaires qui sont par exemple la getCommentTextFormatIt qui, comme son nom l'indique, va me permettre de renvoyer en deux formats possibles, HTML ou texte, de renvoyer le contenu de la requête SQL. Complètement formaté, c'est-à-dire avec paramètres intégrés, il suffit de la sélectionner, copier-coller pour l'exécuter au niveau d'un query analyzer par exemple pour obtenir le résultat. Donc si je l'exécute en mode texte, je vais, je ne l'ai pas affiché, non, si je ne la affiche pas ça ne va pas être facile, console write line, voilà. Si je l'exécute, voilà, je vois ici select name from MP where iRedate égale, et là j'ai vraiment la valeur de mon paramètre qui se trouve à l'intérieur. Ça c'est en mode texte. Si maintenant vous voulez faire des traces un peu plus jolies, on va dire graphiques, vous pouvez le demander de la générer en HTML, ça va vous générer un code HTML assez simple, et vous la sauvegardez, ça permet quand vous l'exécutez de l'avoir en résultat beaucoup plus visuel, beaucoup plus graphique, avec des couleurs, les mots select sont mis en bleu, les paramètres sont mis en orange, en rouge, etc. Donc ça me permet d'aller évidemment beaucoup plus loin au niveau de ceci.
Dernier élément que nous, tous les développeurs, nous demandent, et je suppose chez vous aussi, et qui sont intéressants lorsqu'on utilise des processus de ce type-là, c'est un générateur d'entités. Et là, on a mis en place, et le code TT existe, le fichier TT existe au niveau du serveur, c'est simplement venir demander via ce fichier TT la génération automatique du code correspondant aux différentes tables présentes dans la base de données. Si on a une base de données assez simple comme je l'ai ici, créer ma table des employés en code C#, c'est assez rapide, ça prend quelques minutes. Si vous avez une base de données beaucoup plus importante, surtout si elle évolue assez rapidement, ça va devenir beaucoup plus complexe. Et donc vous avez la possibilité d'aller rechercher, de rajouter ici un fichier TT. Donc je vais le retrouver ici. Je ne l'ai plus, le voilà pas. Il est sur le serveur, je vais le récupérer juste après, on ne va pas passer trop de temps sur ceci. Mais globalement, c'est quoi un fichier TT? C'est, non mais si je vais le récupérer en allant le créer pour vous le montrer ici. Donc on rajoute simplement un nouvel élément, et cet élément est de type TT, c'est-à-dire un text template. Text template, si je fais une recherche, le voilà, il est ici. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler Scott par exemple. Je vais générer toutes mes entités de ma base de données Scott. Voilà. Et le Scott TT qui se trouve, le Scott TT qui se trouve ici, ce n'est pas ce code-là, moi qui m'intéresse, mais c'est le code de mon TT, je ne sais plus où j'ai été le mettre. Ici. Je vais le reprendre directement là. Voilà. C'est ce code-là. Alors ce code-là, pas de panique, c'est juste un copier-coller. Il ne faut pas l'écrire à chaque fois. Et il se trouve associé aux composants du get. Donc il se retrouve sur le serveur exactement de la même manière. Donc il suffit d'aller sur le serveur, de faire un copier-coller. Ça se fait une fois. Et quand je sauve ce fichier TT, il me génère tout seul toutes les classes correspondant à mes objets. Donc mon objet, ma table employée correspond à un objet EMP avec toutes les colonnes correspondantes. Ma table des départements est un peu plus haut, je pense. Là, voilà. Il fait exactement la même chose. Il met des commentaires forcément vides pour le moment. Il va rechercher les bons types de données correspondant à ça. Et il met tout ça en classe partielle pour pouvoir les faire évoluer beaucoup plus facilement ensuite. Donc ça, c'est mon fichier Scott CS qui contient toutes mes entités. Comment fait-il ça? Tout simplement en allant sur base d'une chaîne de connexion qui se trouve ici. Il se connecte dessus. Il fait appel à SQL Database Common pour récupérer l'ensemble des tables, l'ensemble des colonnes, et on fait juste une boucle sur toutes ces tables et toutes ces colonnes pour pouvoir générer simplement le code correspondant à ça. Donc ça, c'est le but du TT. L'avantage, c'est que si je change ma structure de base de données à un moment donné, j'ai simplement besoin de venir faire une modification, d'appuyer sur sauvegarder, et le contenu, je vais dire, va automatiquement pouvoir se régénérer. Ok ? Alors, je vois ici qu'on me pose une question. Je suis désolé, j'étais peut-être un peu vite sur le slide précédent. On me demande quel est l'overhead sur l'activation de ce mode trace dans un contexte où la performance est importante. Alors ça, justement, donc au niveau, je vais revenir sur les slides ici. Donc au niveau des traces qui se trouvent ici, ça dépend, je dirais, au niveau principalement de la trace. C'est-à-dire que si on ne vient pas, évidemment, mettre une méthode pour pouvoir faire la trace, l'overhead, il n'y en a quasiment pas, c'est immédiat, ça continue. Donc nous, en général, ce qui se passe, c'est qu'on vient, par l'intermédiaire notamment de nlog, activer ou désactiver cette commande en fonction de ce qui est nécessaire sur le serveur. C'est-à-dire en mode debug, on vient mettre un paramètre complet, un paramètre full pour pouvoir avoir toutes les traces, et là c'est clair qu'on a une perte de temps supplémentaire. Pas tellement dans la trace, mais dans l'enregistrement de cette trace sur le support qui nous intéresse, donc soit une base de données distincte, etc. Maintenant, nlog, par exemple, fournit des enregistrements asynchrones. Donc nous, c'est ce qu'on fait, on met en place. Et là, franchement, par exemple, le dernier projet, on a même laissé les traces, une partie des traces en tout cas, en production. Et jusqu'à présent, ça fonctionne sans aucun problème. Et il y a plusieurs millions de données qui sont en train de passer. Donc c'est plus bénéfique, en tout cas certainement au démarrage dans les projets et les environnements de dev et les environnements de test, que c'est pénalisant, je vais dire, en termes de performance, surtout que ça se désactive assez simplement ensuite. Je vais vous montrer également juste après, en termes de bonnes pratiques, ce que nous on préconise de faire pour pouvoir générer cet objet SQL Database Common et donc de centraliser la gestion des traces, l'enregistrement des différentes données et la manière de manipuler ces données. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question, sinon on pourra y revenir un petit peu à la fin de la présentation.
Donc voilà, ça le fichier, le T4, le TT, il permet de générer ça, et donc ça évite au développeur de venir commencer à générer, à créer lui-même toutes les classes, que ce soit les classes des employés, la classe des départements, et donc tout ce travail est fait un peu pour lui, surtout en phase de développement où parfois la base de données n'est pas toujours très stable, je vais dire en termes de structure, ça peut évidemment être intéressant. Il ouvre le TT, il fait un CTRL-S, tout se régénère et tout est reparti. Voilà, donc en termes de bonnes pratiques, ça répondra peut-être également à la question ici. En termes de bonnes pratiques, souvent, moi ce que je conseille de faire, c'est évidemment de créer une classe, voire une bibliothèque distincte pour tout ce qui est accès aux services, et de fournir à ce moment-là une méthode de type getDatabaseCommons, dans lequel c'est elle qui connaît la chaîne de connexion, c'est elle qui va créer la connexion à proprement parler, et c'est à ce moment-là, au moment où on crée cet objet, qu'on va venir par exemple faire tous les paramétrages complémentaires. Faire de la sécurité supplémentaire, par exemple en utilisant les bons groupes de sécurité SQL ou Windows, rajouter des app roles au niveau des SQL Server, donc étendre, je vais dire, la sécurité sur le système, voire rajouter ici des traces. Donc nous, on vient les placer à cet endroit. Et donc ça veut dire que non seulement ils sont configurables, mais si vraiment on se rend compte qu'il y a des problèmes, il suffit d'enlever une ligne, de recompiler la bibliothèque et l'entièreté du projet à ce moment-là est mise à jour par rapport à cette nouvelle donnée. Okay. Dernier point sur lequel je voulais vous parler, c'est un petit peu tout ce qui concerne les procédures stockées. Parce qu'évidemment, créer ces requêtes SQL dans le code de l'applicatif, souvent on les met dans une bibliothèque data service, donc elles sont déjà un petit peu centralisées, distinctes, mais régulièrement, en tout cas c'est ce que nous on constate aussi, on a besoin d'avoir des procédures qui sont vraiment adaptées, des procédures stockées qui sont vraiment optimisées. Et là, beaucoup de gens ne sont peut-être pas toujours au courant qu'il est possible de développer, je dirais, en C#, en .NET, directement à l'intérieur des SQL Server. Oracle fait un peu la même chose, on peut développer en Java dans Oracle Server, mais ici c'est un peu le même principe. Et là, on gagne évidemment en performance, mais de manière considérable, pour pouvoir accéder aux données. Et donc le principe, c'est quoi? C'est de pouvoir écrire ses propres procédures, mais pas uniquement, tout ce qui est déclencheur, les triggers, les types, les fonctions, les agrégats de fonctions, les fonctions d'accès aux tables, tout ça directement à l'aide du langage .NET. Alors pourquoi principalement, et c'est surtout pour ça que nous on l'utilise en termes de performance, c'est beaucoup plus performant puisqu'on est quasiment, je dirais, en langage natif, c'est un peu exagéré, mais c'est presque du langage natif par rapport à SQL Server, il n'y a pas d'interprétation du langage SQL comme c'est fait classiquement, donc d'une chaîne de caractères pour pouvoir le convertir en bonne demande, même s'il y a une phase de compilation sur le serveur quand on fait une création de procédure. Et surtout aussi ensuite, ça nous permet d'utiliser tous les outils classiques du développeur. C'est-à-dire il utilise Visual Studio exactement comme n'importe quel autre projet. Il utilise son gestionnaire de code source, que ce soit Git, que ce soit Team Foundation Server, exactement de la même manière aussi. Et donc on va toujours avoir un code centralisé, toujours dans le même projet, puisqu'on va créer une bibliothèque et que cette DLL va pouvoir à ce moment-là être importée à l'intérieur des SQL Server. Et alors, évidemment aussi, tout ce qui est centralisation de code. Ça, c'est également un des points importants. Centralisation de code et déploiement. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous faites une mise à jour du serveur de production, du serveur du client, vous voulez savoir, je suppose, quelle est la version de la bibliothèque, quelle est la version de la procédure stockée avec laquelle vous allez travailler. Et là, on a, puisqu'on est dans une bibliothèque, une DLL en processus, on va dire, un peu classique, on a tous ces moyens-là de compilation automatique via un build server, de génération d'un numéro de version automatique et de pouvoir directement à ce moment-là placer tout ça sur le système. Comment ça se passe? Alors, soit vous le faites à la main. Maintenant, moi, je vous ai fourni un SQL Database Common, comme je vous l'ai montré, pour SQL Server. Il en existe également un pour Oracle. Bientôt, j'en développerai un pour SQLite également. Et il y en a un, heureusement aussi, pour SQL Server. SQL Server CLR. Celui-là, je l'ai déjà rajouté à l'intérieur du projet. Il est ici, dans les références, pardon. Il est là. Et donc, une fois qu'on l'a utilisé, qu'on l'a référencé, le reste, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est-à-dire, pour le moment, j'ai une bibliothèque ici vide. Ce que je vais vouloir faire, dans mon cas, c'est créer une méthode, par exemple, qui va me calculer l'âge de la personne. Et donc, pour calculer l'âge de la personne, je vais aller chercher mon petit snippet pour ne pas devoir tout écrire ici. Le voilà. En C#, c'est assez simple. En C# ou en Java, enfin un langage entre guillemets autre que SQL, faire l'âge de la personne, c'est simplement sur deux dates, récupérer l'année, faire le minimum entre la date maximum et la date minimum, et éventuellement regarder est-ce que je suis pas à cheval entre les deux pour pouvoir dire ben non, c'était l'année dernière et tu n'as pas encore atteint ton anniversaire. Donc ça, c'est le calcul de l'âge. Ça se traite très bien et ça se teste surtout évidemment très bien par tous les processus de test unitaire. Et si je veux ensuite aller plus loin sur base de ça,
je peux sur ma base des employés lui dire, ah ben maintenant que j'ai le calcul de l'âge, je voudrais faire le calcul de l'âge maximum de tous mes employés. Comment je fais ça? Je vais récupérer l'âge minimum sur mon serveur, je vais récupérer la date d'engagement maximum minimum sur mon serveur, la date d'engagement maximum sur mon serveur, et puis j'appelle ma méthode getAge. C'est tout. Et comment mettre tout ça en procédure stockée sur le serveur? Ben, Microsoft nous fournit un attribut qui s'appelle SQL Function, dans lequel je lui donne des paramètres pour savoir est-ce que j'ai le droit de modifier ou pas. Mais je rajoute simplement l'attribut SQL Function. Si j'exécute mon code, il va générer le code SQL et automatiquement le placer sur le serveur. Si vous êtes sur un serveur de client, qui n'a pas évidemment Visual Studio, moi je mets toujours à disposition un petit fichier deployment.sql, vous pourrez aller voir en détail. Qu'est-ce qu'il fait? Il active le CLR sur le serveur SQL, il modifie la base de données pour pouvoir lui donner les droits nécessaires comme il faut, et ensuite, soit il supprime les procédures si elles existent déjà, getMaximumAge, elle est là, il la supprime, et j'ai mis en commentaire pour l'exécuter au bon moment, le getMaximumAge qui se trouve là. J'ai juste besoin de prendre ceci, de donner la référence à ma DLL que je vais compiler, qui va se trouver sur le serveur, à cet endroit-là, dans ce répertoire-là. Donc je vais la compiler, ma bibliothèque. Voilà. Je vais dans mon SQL Server, j'exécute mon code, run. Voilà, mon code est exécuté, et ça veut dire qu'une fois que j'ai exécuté mon code, je vais pouvoir appeler ma nouvelle méthode. Et ma nouvelle méthode, c'est quoi? C'est tout simplement faire un select, je vais le mettre en dbo.getMaximumAge, parenthèse, parenthèse, F5 ou debug, oups, pardon, pas debug, run, execute, voilà, et il me renvoie l'âge d'engagement maximum de mes différents utilisateurs à l'intérieur de ma base de données. C'est très simple à mettre en place, c'est simplement un attribut, c'est très performant parce que là vous gagnez et vous avez tout le framework .NET pour gérer des chaînes de caractères, de gérer des dates, de gérer toute une série de choses qui sont beaucoup plus compliquées à faire en langage SQL, et en plus de ça vous avez centralisé le code dans Visual Studio et j'ai tout mon environnement classique de débugage tout à fait habituel, tout à fait normal. Et c'est une simple bibliothèque, hein, c'est une simple DLL, j'ai simplement fait ajouter un nouveau composant de type classe librairie à l'intérieur de mon projet. Et ça me permet à ce moment-là d'aller beaucoup plus loin dans toute une série de procédures sur des choses qui sont souvent beaucoup plus complexes à devoir créer en langage SQL. Par exemple, et c'est la dernière chose que je vais vous montrer ici, une procédure qui est, exemple, isComparableTo. Je veux comparer, c'est un cas précis que j'ai eu moi avec un client, il voulait comparer deux chaînes de caractères pour faire une recherche dans sa base de données, mais il voulait que maison et house, forcément, c'est pas le même, c'est complètement différent. Par contre, Sainte, école, écrit ST ou Sainte, écrit comme ceci, avec des accents, sans accent, avec des paramètres supplémentaires, etc., c'est la même chose. Même chose, tout ce qui est utilisation de paramètres spéciaux devait être enlevé, tout ce qui est utilisation d'accent ne devait pas avoir de sensibilité, je veux dire, à la casse, etc. Donc ça, c'est toute une série de cas complémentaires. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement créé une méthode ComparableTo en C# qui va faire la vérification, et là c'est une simple boucle sur les caractères en C# pour gérer un petit peu tout ça, et me dire, tiens, est-ce que c'est vraiment une lettre ou un digit dans mon cas? Si oui, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? Et si je compile mon code, que je vais lui demander d'activer cette bibliothèque, cette méthode-là dans mon SQL Server, oups, où est-ce qu'il est? Ici, on va effacer ça et le réexécuter. Donc pour exécuter cette nouvelle méthode isComparable, si je l'exécute, il remet à jour tout mon assembly. Entre parenthèses, l'assembly se trouve dans la rubrique programmation. Vous avez l'assembly qui est là, et voilà, il est ici, avec son numéro de version et autres dont je parlais tout à l'heure, enfin dans mon cas qui est toujours 1.0, et la date de mise à jour évidemment qui se trouve présente ici. Et à partir de là, j'ai la possibilité de faire mes différentes requêtes. Et les requêtes, je vais les reprendre, elles sont là. On va refaire une à la fois, CTRL-C, on va les remettre ici, CTRL-V. Si je lui demande, tiens, est-ce que house et maison c'est la même chose? 0, non. Est-ce que Sainte-École écrit complètement différent, c'est la même chose? Il me dit oui. Et est-ce que A avec des caractères et A, E, est-ce que c'est la même chose? Il me dit oui également. Donc voilà, ça vous montre ainsi simplement que vous pouvez récupérer très facilement toute une série de procédures et de codes existants au niveau de votre code, de votre application C# et la remettre en place de manière très rapide à l'intérieur de votre projet SQL et de l'utiliser à ce moment-là de manière beaucoup plus performante. Donc voilà, j'arrive ainsi un peu aux conclusions.
éventuellement questions complémentaires s'il y en a. Donc simplement tout ceci c'était pour vous montrer un peu l'historique de tout ce qui existe au niveau des connexions vers les bases de données, en partant, je vais dire, de l'ancien mais du classique ADO.NET et tout ce qui peut tourner un petit peu autour de ça pour récupérer de manière un peu brute les données, en allant vers tout ce qui est Dapper.NET par exemple, qui est beaucoup plus récent, beaucoup plus intéressant déjà. Moi avec j'en ai parlé, quelques éléments qui me dérangent un peu, notamment la création et la destruction de l'objet, et puis des propriétés supplémentaires en termes de tracing par exemple, qui peuvent être très très utiles, souvent très très utiles. Et donc tout ça va permettre d'arriver sur, par exemple dans ce cadre-ci, SQL Database Command, utilisable en SQL Server, en Oracle Server, mais également en procédure stockée, et je vous montre ainsi un peu le principe pour pouvoir faire des procédures stockées très, très facilement. Je vous l'avais promis tout à l'heure, si ça vous intéresse d'aller plus loin ou de tester tout ça, soit vous pouvez me contacter, je vais vous remettre un peu les coordonnées, mais vous pouvez retrouver le code source sur mon site GitHub, donc vous le retrouvez ici, https://github.com/desvoituron, et Sample SQL Database Commons si vous voulez avoir le projet en lui-même. Et si vous voulez avoir les slides, ils sont déjà disponibles également, mais ils seront sans doute transmis également par l'événement ici, mais ils sont déjà disponibles sur SlideShare, sur mon compte perso, sur Desvoituron. Si vous voulez me contacter, vous retrouverez toutes les informations, soit sur Twitter, donc Denis Voituron, @Denis Voituron, ou bien sur mon blog, ou directement par email, desvoituron@outlook.com. Donc voilà, merci en tout cas de votre participation. J'espère que j'ai répondu et que je vous ai éclairé sur toute une série de points. S'il y a d'autres questions par rapport aux différentes questions qui ont déjà eu lieu, je suis évidemment toujours ouvert à répondre à ceci. Il nous reste quelques minutes. Parfait. Merci, Denis. Bon, les diapositives vont être les slides ainsi que la vidéo de cette présentation-là. La transcription de cette présentation-là va être disponible aussi sur le site 24Hop Sequopass dans les prochains jours. Donc, il reste quelques minutes. Si quoi que ce soit, s'il y a des questions, allez-y. Autrement, je pense que tu as été très très clair, Denis. Donc, j'espère. Sinon, je vous dis encore une fois, notamment via Twitter, si jamais il y a des questions complètes par après sur des cas concrets, des retours d'expérience par rapport à ce que j'ai déjà eu, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit tweet et tout ça est ouvert et tout ça peut continuer même en off par rapport à la présentation. parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.